Tu ne peux pas faire ça. Je ne voulais pas te tromper. On peut arranger les choses. Voilà ce qu'a hurlé ma femme après avoir reçu les papiers du divorce au bureau, devant son amant qualifiant des mois de mensonges et de trahison de simples malentendus. Je n'aurais jamais pensé qu'un bout de papier avec 2 signatures mettrait fin à 15 ans de mariage. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. L'enveloppe se trouvait sur la pile habituelle de courriers inutiles de ce lundi matin, des offres de cartes de crédit, des prospectus de supermarché et un rappel pour le renouvellement d'un abonnement à un magazine. Mais celle-ci avait un logo dans le coin et était adressée à ma femme, Christina. Je l'ai ouverte en buvant mon café, m'attendant à quelques sottises promotionnelles sur le prochain modèle de l'année. Avis important de rappel de sécurité. C'était écrit en gros caractères rouges. J'ai parcouru les détails. La Honda Accord 2023 de Christina, celle que son entreprise lui avait louée dans le cadre des avantages de son poste de directrice des ventes, faisait l'objet d'un rappel du fabricant concernant le système d'airbag du passager. La lettre demandait une révision immédiate et incluait un numéro vert pour prendre rendez-vous. J'ai jeté un œil à l'heure, 7h15. Christina était déjà partie pour un petit déjeuner matinal avec un client, une chose qui était devenue de plus en plus fréquente ces derniers mois. En tant que responsable des opérations dans notre usine locale, je comprenais les emplois du temps chargés, mais son rythme avait atteint un niveau qui semblait presque frénétique ces derniers temps. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro du concessionnaire. Après avoir navigué dans le système automatique, un conseiller a répondu. Onto Service, je m'appelle Mike Palmer. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, Mike. J'appelle au sujet d'un avis de rappel pour une Accord 2023. Je lui ai lu le numéro de châssis indiqué sur la lettre. D'accord, laissez-moi vérifier, monsieur. J'ai entendu le bruit d'un clavier en fond. Ok, j'ai le véhicule ici, et votre nom? Daniel Foster. En fait, la voiture est à ma femme. Christina Foster. Nouveau bruit de clavier. Puis, une pause qui a duré un peu trop longtemps. Monsieur Foster? Dit Mike, avec une voix désormais trop prudente. Il est indiqué ici que ce rappel a déjà été effectué sur ce véhicule. Vraiment? C'était quand? Ma femme ne m'en a pas parlé. Une autre pause. Laissez-moi vérifier la date. Le 18 novembre, il y a environ 3 semaines. Elle a dû oublier de me le dire. J'allais le remercier et raccrocher, mais quelque chose dans son ton hésitant m'a arrêté. Il a-t-il eu un problème avec la prestation? Non, monsieur. Tout s'est bien passé. C'est juste que... Il a laissé sa phrase en suspens. Juste que... Eh bien, monsieur. C'est moi qui me suis occupé de ce rendez-vous. Je m'en souviens parce que votre femme est venue avec son mari ce jour-là, du moins, c'est ce que j'avais présumé. Ma tasse de café s'immobilisa à mi-chemin de ma bouche. Pardon? Le gentleman qui l'accompagnait était enregistré comme contact secondaire sur le bon de travail. J'ai juste supposé que... Il s'arrêta, mal à l'aise. Je veux dire, ils avaient l'air. Mon cœur s'emballa. Cette sensation physique particulière où le corps identifie le danger avant le cerveau. Quel était son nom? Un instant, je vais récupérer l'ordre de travail complet. Nouveau cliquetis de clavier. Puis. Robert Martinez. Il est inscrit ici comme contact secondaire du client pour les futures notifications de service. Je posai ma tasse sur la table, de peur de la faire tomber. Pouvez-vous me dire autre chose sur cette visite? Mike hésita. Monsieur Foster, peut-être devriez-vous venir ici et voir tout cela par vous-même. Je ne peux vraiment pas, je veux dire, je pense que c'est quelque chose que vous devez voir. Je serai là dans 20 minutes. J'ai attrapé mes clés et mon portefeuille, l'esprit en ébullition. Christina ne m'avait jamais mentionné être passée chez le concessionnaire. Le 18 novembre. J'ai ouvert mon agenda professionnel sur mon téléphone en marchant vers ma voiture. C'était le jour où j'avais dû me rendre sur le site régional à 3 heures de route pour une réunion opérationnelle qui a duré toute la journée. J'étais parti à 6 heures du matin et je n'étais rentré à la maison qu'après 9 heures du soir. Le concessionnaire n'était qu'à 15 minutes de chez nous. J'y suis arrivé en 12. Mike Palmer était un homme d'une trentaine d'années, vêtu de l'uniforme standard d'Onto Service. Il avait déjà les documents imprimés sur le bureau, et son expression disait clairement qu'il savait avoir mis le doigt sur quelque chose de délicat.
Monsieur Foster, je tiens à être clair, je n'essaie pas de créer des problèmes, mais quand vous avez appelé pour le rappel et que j'ai vu cela dans le système. Il a fait glisser les papiers vers moi. Le bon de travail semblait ordinaire à première vue. Les informations du véhicule. Date et heure, 18 novembre, 14h30. Intervention sur l'airbag, sans frais. Mais il y avait une charge de $247 pour une vidange et une permutation des pneus que Christina avait soi-disant demandé. Puis j'ai vu la ligne de la signature, son écriture, son nom complet. En dessous, une section à laquelle je n'avais jamais prêté attention auparavant. Information du contact secondaire pour les notifications et l'autorisation de retrait du véhicule. Nom, Robert Martinez. Téléphone. Email. Lien avec le client principal. La case cochée indiquait « Conjoint, partenaire ». Et il y avait sa signature, juste en dessous de celle de Christina Ferme, assurée. C'est lui qui a payé les services supplémentaires, murmura Mike en montrant la section des paiements. Carte de crédit enregistrée. Robert Martinez. Visa se terminant par 4829. Mes mains tremblaient. J'ai reposé les documents sur le bureau avant de les froisser. Il y a autre chose, dit Mike, encore plus mal à l'aise. C'est notre procédure standard pour les contacts secondaires autorisés à récupérer le véhicule. Nous prenons une copie du permis de conduire pour nos archives. Il fit glisser une autre feuille. Une photocopie d'un permis de conduire. Robert Martinez. 44 ans. Adresse dans un quartier à 15 minutes de chez nous. La photo montrait un homme aux cheveux foncés, grisonnant aux tempes, la mâchoire carrée et un sourire aisé. Puis-je avoir des copies de tout cela? Ma voix me parut étrange, même à mes propres oreilles distantes, mécaniques. J'ai déjà tout préparé pour vous. Mike me tendit une chemise. Monsieur Foster. Je suis désolé. Si j'avais su? Vous n'avez rien fait de mal. C'est la procédure standard, n'est-ce pas? Registre de service, contact secondaire, vérification d'identité. Oui, monsieur. Alors vous avez simplement fait votre travail. Je me suis levé, serrant la chemise contre ma poitrine. Merci pour votre temps, Mike. Je me suis assis dans ma voiture, sur le parking du concessionnaire, et je suis resté là pendant 10 bonnes minutes, fixant les documents. Ma formation en gestion des opérations est entrée en action, cette partie analytique de mon cerveau qui résout les problèmes, retrace les causes et construit des pistes de documentation. La même méthode que j'utilisais lorsqu'il y avait des problèmes de qualité sur la ligne de production, collecter des données, identifier des modèles, vérifier les sources, tout enregistré. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert LinkedIn. Robert Martinez n'a pas été difficile à trouver. La photo de profil correspondait à celle du permis de conduire, le même sourire confiant, bien que sur LinkedIn, il portait un costume élégant et une cravate. Responsable grand compte chez Strategic Solutions Software Corporation, la même entreprise où travaillait Christina. Son profil indiquait qu'il était arrivé il y a 8 mois, mutué du bureau de l'entreprise à Denver. Avant cela, il avait gravi plusieurs échelons dans des postes commerciaux chez des concurrents. La section des compétences insistait sur le développement relationnel, la gestion stratégique de portefeuille, le développement de secteur. Les recommandations étaient élogieuses. Robert apporte énergie et innovation dans chaque interaction client. Un leader né qui inspire son équipe. L'un des professionnels les plus dévoués avec qui j'ai travaillé. J'ai cliqué sur ses connexions. Christina était là, parmi ses 847 contacts. Je suis passé sur Facebook. J'ai trouvé son profil. Les paramètres de confidentialité étaient stricts, mais la photo était récente, la même photo professionnelle que sur LinkedIn. Dans sa bio. Nouveau chapitre, nouvelles opportunités. J'embrasse le changement. Statut relationnel, célibataire. J'ai creusé dans ses publications publiques. Il y a 6 mois. Parfois, les décisions les plus difficiles mènent aux meilleurs résultats. Il y a 5 mois. Recommencer, ce n'est pas abandonner. C'est se donner une chance. Il y a 4 mois. Enthousiaste à l'idée de nouvelles directions, tant au travail que dans la vie. J'ai trouvé un site local d'archives publiques. Les divorces étaient des documents publics dans notre comté. Cela m'a pris environ 15 minutes de recherche, mais j'ai trouvé. Martinez,
Robert, contre Martinez, Jennifer L. Dépôt il y a 6 mois. Finalisé il y a 4 mois. Aucun enfant listé. Décision, dissolution mutuelle avec partage des biens. La chronologie se formait dans mon esprit comme un diagramme de planification de production. Il y a 8 mois, Robert est muté dans la succursale locale. Il y a 7 mois, approximativement, les changements de comportement de Christina ont commencé probablement quand tout a vraiment commencé. Il y a 6 mois, Robert dépose une demande de divorce. Il y a 4 mois, son divorce est finalisé. Il y a 3 semaines, Christina emmène Robert chez le concessionnaire, le liste comme contact secondaire, le laisse payer l'entretien de la voiture avec sa carte, alors que j'étais hors de la ville. J'ai conduit jusqu'à chez moi en pilote automatique, mon cerveau traitant tout comme s'il analysait un rapport d'écart opérationnel. Mais, sous cette structure analytique, quelque chose de plus sombre et de plus froid commençait à croître. À la maison, je suis allé directement dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le responsable des opérations en moi avait pris le dessus. C'était désormais une enquête et j'allais la traiter comme un audit des registres de qualité d'un fournisseur. J'ai commencé par l'annuaire de l'entreprise de Christina, auquel j'avais accès parce que je l'avais aidé à configurer son ordinateur portable il y a 1 an et les identifiants étaient toujours enregistrés. Robert Martinez relevait du même directeur régional des ventes que Christina. Ils étaient dans le même département, la même division, la même chaîne opérationnelle. J'ai ouvert l'agenda de Christina. Elle m'en avait donné l'accès il y a des années, quand nous devions coordonner nos emplois du temps familiaux et elle n'avait apparemment jamais pensé à le révoquer. J'ai fait défiler les 6 derniers mois. Le modèle était immédiat. Avant l'arrivée de Robert, Christina faisait peut-être un déplacement professionnel avec nuitées par mois. Après son arrivée, ce nombre avait doublé. Puis triplé. Ces 2 derniers mois, elle voyageait pour le travail 1 ou 2 fois par semaine. Mais ce n'était même pas le pire. J'ai croisé son calendrier de déplacement avec celui de Robert, que je pouvais voir partiellement parce qu'ils étaient tous deux ajoutés aux mêmes événements. Réunion client à Chicago tous deux listés. Conférence commerciale à Atlanta tous deux présents. Session de planification régionale à Minneapolis tous deux sur la liste des participants. J'ai ouvert notre relevé de carte de crédit joint, celui utilisé pour les dépenses du ménage. Les transactions racontaient leur propre histoire. Des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Des établissements chics du centre-ville où Christina était censée dîner, pour le travail. Des frais dans des bars d'hôtel. Des achats de vin. Christina avait toujours été économe avec les frais professionnels, préférant garder un profil bas. Mais ces transactions révélaient un schéma différent, cher, fréquent, indulgent. Puis j'ai regardé notre compte bancaire joint. Christina déposait son salaire normalement, mais ses dépenses avaient augmenté. Plus d'achats dans des boutiques de vêtements haut de gamme, des rendez-vous réguliers dans un salon coûteux du centre-ville, un endroit qu'elle n'avait jamais mentionné. Un achat de bijoux à $380 dans une boutique. Un nouvel abonnement à une salle de sport premium. Je me suis renversé dans mon fauteuil, sentant une nausée physique monter. Le bureau semblait soudain trop petit. Les murs, trop proches. Je me suis levé, suis allé à la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau que je n'ai même pas bu. Mon propre reflet dans la fenêtre au-dessus de l'évier me fixait. 42 ans. Les cheveux qui grisonnaient autant que moi aussi. Les rides autour des yeux plus profondes qu'il y a 1 an. J'ai repensé aux 6 derniers mois avec Christina. Vraiment repensé au lieu de simplement accepter ses explications et passer à autre chose. Les soirées tardives au bureau. Une grosse échéance à respecter. Chérie, ne m'attends pas pour dormir. Les réunions de week-end qui semblaient se multiplier. Tu sais comment sont les ventes. Il faut être disponible quand le client a besoin. Son comportement avec son téléphone peut être le signe le plus clair que j'avais ignoré. Il y a 1 an, Christina laissait son téléphone sur le comptoir quand elle prenait sa douche ou jardinait. Maintenant, il l'accompagnait partout. Nouveau code, pour la sécurité. Elle l'emportait dans la salle de bain la nuit, au lieu de le laisser sur la table de chevet, comme elle l'avait toujours fait. La distance émotionnelle. Avant, nous parlions de nos journées, partagions les frustrations et les victoires du travail. Quand cela s'était-il arrêté? Quand ses réponses étaient-elles devenues monosyllabiques, distraites? Et notre intimité? Avant, 1 ou 2 fois par semaine était la norme. Puis c'est devenu 1 fois toutes les 2 semaines.
Puis, une fois par mois. Je suis si fatigué à cause du travail. Ce client me rend folle. Pas ce soir. Je peux juste dormir? Je dois me lever tôt demain. J'avais tout accepté. J'avais tout cru. Me disant que les carrières ont des phases exigeantes, que 15 ans de mariage refroidissent naturellement avec le temps, que le stress affecte chaque personne différemment. Quel idiot j'avais été. Je suis retourné à l'ordinateur. Si je devais faire ça, je le ferais bien. Documentation. Preuve. Faits irréfutables. J'ai créé un nouveau dossier sur le disque dur, je lui ai donné un nom anodin rapport de fabrication Q4 et j'ai commencé à tout organiser. J'ai numérisé les registres de service du concessionnaire, page par page l'ordre de travail avec les 2 signatures, la photocopie du permis de conduire de Robert, le reçu de paiement avec sa carte, la carte de visite de Mike Palmer. J'ai fait des captures d'écran du profil LinkedIn de Robert, de ses publications Facebook, des documents de divorce. J'ai documenté l'agenda des déplacements de Christina, le croisant avec celui de Robert chaque fois que possible. J'ai imprimé les relevés de cartes de crédit avec les dépenses suspectes surlignées. J'ai créé un document chronologique, mettant tout dans l'ordre. Mois 1, Robert rejoint l'entreprise. Premiers événements partagés avec Christina. Mois 2, l'agenda de voyage de Christina s'intensifie. Premières dépenses dans des restaurants chers. Mois 3, Robert dépose une demande de divorce. Christina commence ses visites dans le salon de luxe. Mois 4, le divorce de Robert est finalisé. Les voyages de Christina doublent. Mois 5, multiples événements de voyage ensemble. Distance émotionnelle croissante à la maison. Mois 6, schéma pleinement établi. Christina est rarement à la maison le week-end. Mois 7, mois en cours visite au concessionnaire. Robert listé comme contact secondaire. Il était presque 18 heures. Christina ne tarderait pas à rentrer. J'ai tout sauvegardé. J'ai fait une copie de sauvegarde sur un compte de stockage en cloud que j'avais configuré séparément. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'étais pas en état de l'affronter tout de suite, pas avant d'avoir tout documenté, pas avant d'avoir décidé de ma stratégie. Dans la fabrication, nous avions un dicton. Prépare l'analyse de la cause racine avant de présenter l'action corrective. Christina est arrivée à 18h30, portant son sac d'ordinateur et semblant fatiguée. Elle avait toujours été belle, des cheveux châtain roux qui brillaient à la lumière, des yeux verts, un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Mais ce soir-là, elle paraissait polie, impeccable, quelque chose qui, je m'en rendis compte, était devenu la routine récemment. Maquillage professionnel, cheveux parfaitement coiffés, un tailleur qui coûtait probablement plus cher que je ne voulais l'imaginer. « Salut », dit-elle en déposant son sac près de la porte. « Désolé pour le retard. » L'appel avec le client s'est éternisé. Aucun problème. J'allais justement commencer à préparer le dîner. Oh, j'ai déjà mangé. Une salade au bureau. Elle se dirigea vers l'escalier. J'ai besoin de passer un peu sur l'ordinateur. Quelques propositions à revoir pour demain. Bien sûr. Elle s'arrêta sur la dernière marche. Elle me regarda un instant. Et là pendant moins d'une seconde je l'ai vue. De la culpabilité? De l'anxiété? Un éclair rapide dans son regard. Mais ensuite, elle a souri. Le même sourire dont je suis tombé amoureux il y a 15 ans. Ça va? Tu as l'air stressé. Juste une journée chargée à l'usine, ai-je répondu. Un écart de production dans le bâtiment C. Ah. Essaie de ne pas travailler trop tard. Elle est montée dans notre chambre. Je suis resté dans la cuisine à écouter ses pas à l'étage. Son bureau était à côté de notre chambre. Elle y resterait pendant les prochaines heures, supposément à réviser des propositions. Je me suis demandé si, au lieu de cela, elle envoyait des messages à Robert. Ou peut-être passait-elle un appel vidéo? Après s'être assuré que j'étais bien occupé en bas. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé à nouveau les registres du concessionnaire que j'avais photographié plus tôt. Le permis de conduire de Robert. Son sourire confiant me fixant sur la photocopie. Vous avez fait une erreur, ai-je pensé. Vous avez tous les deux fait une erreur. Vous l'avez emmené dans un établissement public. Vous avez signé des documents officiels. Vous avez créé des registres qui pouvaient être vérifiés, croisés et utilisés dans une procédure légale.
Vous avez traité cela comme si c'était déjà réel, déjà légitime. Vous l'avez mis par écrit. Et maintenant, j'avais des preuves qui n'étaient pas seulement des soupçons ou des observations circonstancielles. J'avais des signatures, des registres de paiement, des photocopies de documents officiels émis par le gouvernement, une documentation commerciale officielle avec des horodatages et des lieux, et de multiples témoins. Dans la fabrication, nous appelons cela une preuve objective de qualité, le genre de preuve qui ne peut pas être rejetée comme une interprétation ou une opinion. Le lendemain matin, mardi, je me suis réveillé avant Christina. Elle dormait encore quand j'ai pris ma douche, me suis habillé et suis descendu. J'ai fait du café. J'ai préparé mon déjeuner et suis parti pour l'usine à 6h30. Déjà à mon bureau, avant que la réunion opérationnelle du matin ne commence, j'ai fait plus de recherches. J'ai de nouveau accédé à l'annuaire de l'entreprise. Christina n'avait toujours pas changé les mots de passe, et j'ai trouvé l'organigramme. Robert relevait du même directeur régional des ventes que Christina, un type nommé Thomas. Mais ce que je n'avais pas remarqué auparavant, c'est que Christina et Robert participaient fréquemment aux mêmes réunions d'équipe, travaillaient sur les mêmes comptes clients et avaient des territoires qui se chevauchaient. Ce n'était pas la structure standard de la division. Normalement, les responsables de compte avaient des territoires distincts pour éviter les chevauchements et la concurrence interne. Mais leurs agendas montraient des réunions conjointes avec des clients, des présentations en duo, des déplacements coordonnés. Quelqu'un dans la direction avait délibérément structuré leurs relations de travail pour maximiser la collaboration. Je me suis demandé si cette personne avait réalisé ce qui se développait entre eux. Ou, peut-être, l'avait même encouragé, pensant qu'un partenariat fort entre deux des meilleurs éléments aiderait les chiffres de la division. J'ai ouvert le système interne de rapport de frais de l'entreprise. Christina m'en avait aussi donné l'accès il y a des années, quand elle avait besoin d'aide pour justifier des reçus pour la déclaration de revenus. Un autre point d'accès qu'elle avait apparemment oublié. Les rapports de frais racontaient leur propre histoire. Des dîners d'affaires qui s'étiraient tard dans la nuit. Des upgrades de chambres d'hôtel, de standard à premium. Des locations de voitures alors que la politique de l'entreprise couvrait les taxis ou les VTC. Les soumissions de Christina comportaient toujours les bons reçus et les noms des clients joints. Mais le schéma était clair. Ce n'étaient pas seulement des frais professionnels. Ils étaient chers, intimes, indulgents. Et, enfouis dans les rapports de frais de Robert auxquels je pouvais accéder parce qu'ils passaient par la même chaîne d'approbation que ceux de Christina, il y avait des schémas identiques. Les mêmes restaurants. Les mêmes dates. Les mêmes clients listés comme justification. Ils facturaient à l'entreprise le coût de leur propre liaison. J'ai tout documenté. Capture d'écran, rapport imprimé, transactions surlignées. J'ai tout ajouté à mon dossier de preuves qui ne cessait de grossir. Ce soir-là, Christina est arrivée à 19h30, encore plus tard que la veille. Encore un appel avec un client ? Ai-je demandé, en gardant un ton neutre. Oui. Et ensuite Thomas a voulu discuter de la planification du premier trimestre. Désolé, j'aurais dû t'envoyer un message. Aucun problème. J'ai fait des pâtes. Il en reste si tu veux. C'est bon. J'ai mangé au bureau. Elle a posé son sac par terre, a sorti son téléphone, a regardé l'écran. Un petit sourire a effleuré son visage avant qu'elle ne s'en rende compte et ne reprenne rapidement une expression neutre. Je vais prendre une douche rapide et ensuite travailler un peu dans le bureau. D'accord. Elle est montée. J'ai entendu l'eau de la douche et, ensuite, les bruits familiers de la routine nocturne. Quand elle est redescendue 1 heure plus tard pour prendre de l'eau, elle portait un legging, un pull confortable et ses cheveux étaient encore humides. « Tu es encore debout ?» a-t-elle demandé. J'étais assis sur le canapé à regarder un documentaire sur les innovations dans la fabrication. Oui, je n'arrivais pas à dormir. C'est assez intéressant. Il parle des méthodes de production lean. Elle a hoché la tête, distraite, clairement déjà de retour à l'étage dans sa tête. Bon, ne te couche pas trop tard. Tu travailles déjà assez comme ça. Dit la femme qui travaille jusqu'à minuit tous les soirs cette semaine. Un éclair dans ses yeux. Défensive. Coupable. Mais elle l'a couvert d'un rire. Les ventes ne dorment pas. Tu le sais. Après qu'elle soit remontée, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert mes dossiers de preuves. J'en avais déjà assez plus cassé mais je voulais avoir une piste documentée si accablante qu'il n'y ait aucune place pour le déni ou les explications alternatives.
Mercredi, j'ai pris une pause déjeuner plus longue et j'ai conduit de l'autre côté de la ville, jusqu'à l'adresse indiquée sur le permis de conduire de Robert. C'était une résidence neuve, de gamme moyenne, du genre où les hommes récemment divorcés ont tendance à emménager. Des bâtiments de 3 étages autour d'une cour centrale. Un parking souterrain générique, mais tout était présentable. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Peut-être une confirmation. La preuve que Robert était réel, que ce n'était pas une sorte d'énorme erreur, ou un malentendu que mon esprit avait exagéré. Sa voiture était sur la place 247, une berline Lexus argentée, le genre de voiture qui crie « commercial prospère ». La plaque correspondait au registre du véhicule que j'avais trouvé dans la base de données des archives publiques. Je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking visiteur, me sentant un peu ridicule. Qu'est-ce que je faisais? Je filais l'amant de ma femme jusqu'à son appartement, comme une sorte de détective amateur. Mais ensuite, j'ai repensé au registre du concessionnaire, aux signatures, au paiement par carte, à la photocopie du permis de conduire. Ce n'était pas du travail de détective amateur. C'était la vérification de preuves documentées. J'ai conduit jusqu'à l'usine. J'ai réussi à arriver à temps pour la revue de production de l'après-midi. Ce soir-là, Christina est rentrée à 20h30. Bon sang, Christina, à ce rythme, tu vas finir par t'épuiser, dis-je lorsqu'elle entra. Je sais, c'est juste ce rush de fin de trimestre. Ça se calmera une fois ces contrats signés. Elle avait l'air sincèrement épuisée. Des cernes sombres sous son maquillage professionnel. Et ta journée? Le chaos habituel à l'usine. On a eu un problème de qualité avec un fournisseur que j'ai dû escalader. Tu vas régler ça. Tu règles toujours tout. Elle me sourit et, pendant un bref instant, je revis la femme que j'avais épousée il y a 15 ans. La femme qui m'apportait du café quand je travaillais tard sur les rapports de l'usine. Celle qui me surprenait avec des week-ends en amoureux quand le stress devenait trop lourd. Où était passée cette femme? Quand avait-elle été remplacée par cette étrangère qui souriait à son téléphone en pensant que je ne regardais pas? Je vais prendre une douche rapide et puis aller au lit, dit-elle. Je suis sur les rotules. Bien sûr. Je monte dans un moment. Elle monta. J'entendis la douche. Je l'entendis bouger dans la chambre. J'entendis le lit craquer quand elle se coucha. Je suis resté en bas encore 1 heure, lui laissant le temps de s'endormir. Quand je suis finalement monté, elle était profondément endormie et son téléphone était en charge sur le lavabo de la salle de bain, et non sur la table de chevet. Même endormie, elle le gardait hors de ma portée. Jeudi matin, j'ai décidé qu'il était temps. J'avais assez de preuves plus qu'assez. Une documentation qui soutiendrait n'importe quelle procédure de divorce, sans laisser de place à la négociation ou au doute. J'ai appelé mon avocat depuis mon bureau à l'usine. Il s'appelait Richard Carson, et je l'avais engagé des années auparavant pour examiner un contrat immobilier. Il était vif, expérimenté et avait la réputation d'être méticuleux. « Daniel, ça fait longtemps », dit-il lorsque sa secrétaire me passa la communication. « Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin d'un avocat pour un divorce, ou peut-être pouvez-vous me recommander quelqu'un, si ce n'est pas votre domaine. » Pause. Si, ça l'est. Environ 30% de mes dossiers sont des divorces. Je suis désolé que vous traversiez cela. Je peux passer vous voir aujourd'hui. J'ai une documentation que je veux vous montrer. J'ai un créneau à 15 heures. Cela vous convient-il? Je serai là. J'ai pris l'après-midi à l'usine, une chose que je faisais rarement. Mon assistante a même écarquillé les yeux quand j'ai dit que j'avais un engagement personnel urgent. Le bureau de Richard était dans le centre, dans l'un de ces bâtiments historiques rénovés que les cabinets d'avocats adorent. La salle de réunion avait une table en acajou poli et de grandes fenêtres avec vue sur la ville. J'ai étalé le dossier de preuves sur la table, chaque page, chaque capture d'écran, chaque chronologie. Richard a tout lu méthodiquement, prenant de notes occasionnelles sur un bloc. Quand il eut terminé, il se renversa dans son fauteuil et me regarda avec quelque chose qui s'apparentait au respect. « C'est extraordinairement bien documenté, dit-il. La plupart des gens arrivent ici avec des soupçons et peut-être une demi-douzaine de messages vus par-dessus l'épaule. Vous avez constitué un dossier complet, avec une documentation objective. Je suis responsable des opérations. La documentation qualité, c'est ce que je fais. » Il eut un léger sourire. Ça se voit. Les registres du concessionnaire sont particulièrement précieux.
Ce n'est pas une rumeur, ni une interprétation. C'est votre femme signant des documents officiels, listant un autre homme comme contact secondaire et le laissant payer l'entretien de la voiture. Pouvez-nous utiliser cela dans la procédure? Absolument. L'Illinois est un État de divorce sans faute, donc techniquement, nous n'avons pas besoin de prouver l'adultère pour déposer la requête. Mais cette documentation sera extrêmement précieuse pour la répartition des biens et toute contestation sur les termes de l'accord. Il feuilleta à nouveau les pages. Les informations des rapports de frais, montrant les violations de la politique de l'entreprise, sont aussi intéressantes. C'est séparé du divorce, mais cela pourrait avoir des conséquences professionnelles sérieuses pour eux deux. Que me recommandez-vous? Premièrement, nous déposons la requête en divorce. Je vais préparer la pétition et les documents justificatifs. Nous allons demander une répartition favorable des biens basée sur l'infidélité documentée de votre femme et les preuves financières. Deuxièmement, vous devez protéger tous les comptes financiers conjoints et les cartes de crédit. Troisièmement, nous documentons tout à partir de maintenant, chaque interaction, chaque communication. Combien de temps cela prend-il normalement? Dans l'Illinois, il y a une période obligatoire de 6 mois après le dépôt de la requête avant que le divorce ne puisse être finalisé. Mais nous pouvons négocier l'accord pendant cette période. Avec la documentation que vous avez, je soupçonne que votre femme voudra régler cela rapidement pour éviter que cela ne devienne public dans les registres du tribunal et pour éviter aussi les violations des politiques internes de l'entreprise. Il haussa les épaules. Cela dépend de vous. Si vous souhaitez déposer une plainte formelle au RH de son entreprise pour fraude sur les notes de frais et relations non déclarées sur le lieu de travail, vous pouvez le faire. Cela pourrait avoir un impact significatif sur leur carrière, surtout si l'entreprise avait des politiques d'éthique strictes, mais c'était une décision distincte des questions de divorce. Je vais réfléchir à cette partie. C'est raisonnable. Il sortit un formulaire d'enregistrement client. Remplissons les bases, et j'aurai la requête en divorce prête pour votre relecture lundi. J'ai passé 1 heure avec Richard à passer en revue chaque détail de nos 15 ans de mariage actif, propriété, compte de retraite, obligations financières. Christina et moi avions toujours été financièrement responsables. Nous avions remboursé environ 40% du prêt de la maison. Nous avions de bons comptes de retraite. Aucune dette significative en dehors de l'hypothèque et des leasings des voitures. Quand j'ai quitté le bureau de Richard, j'ai ressenti un calme étrange. La partie responsable des opérations de mon cerveau avait complètement pris le dessus. Ce n'était qu'un problème de plus à résoudre. Un autre écart à corriger. Une autre non-conformité à documenter et à clôturer. Jeudi soir, Christina est rentrée à 19h tôt, compte tenu de la récente routine. « Salut », dit-elle en souriant. J'ai réussi à m'échapper du bureau à 1 heure décente pour la première fois depuis des semaines. Tant mieux. Tu veux que je prépare le dîner? Je pensais faire un poulet grillé. Ça a l'air parfait. Je vais juste me changer. Nous avons dîné ensemble sur la terrasse arrière, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des mois. Christina a parlé d'un contrat qu'elle était sur le point de signer, du stress des objectifs de fin de trimestre, de l'épuisement causé par ses déplacements. J'ai écouté, j'ai hoché la tête au moment approprié, j'ai posé des questions pour poursuivre la conversation. Je me suis demandé si elle pouvait voir dans mes yeux. La connaissance. La documentation. Le dossier de preuves reposant sur le bureau de mon avocat. Tu es silencieux aujourd'hui, a-t-elle finalement dit. Juste fatigué. Nous avons vu un audit qualité à l'usine. Ça me lessive toujours. J'imagine. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. On devrait faire ça plus souvent. S'asseoir et discuter comme avant. Nous devrions, ai-je répondu. Son téléphone a vibré sur la table. Elle y a jeté un coup d'œil rapide et j'ai vu son expression changer. Une micro-expression. Si rapide que n'importe qui d'autre ne l'aurait peut-être même pas remarqué. De l'anticipation. Et cela n'avait rien à voir avec moi. Christina a retourné son téléphone, l'écran vers le bas. Elle n'a pas ouvert le message. Probablement le boulot. Je regarderai plus tard. Bien sûr. Si c'est important, ça peut attendre. Je suis là avec toi maintenant. Après le dîner, nous avons regardé la télé sur le canapé. Christina s'est blottie contre moi, la tête sur mon épaule comme elle le faisait il y a des années, quand nous étions encore vraiment heureux. J'ai passé mon bras autour d'elle, sentant son poids familier,
cette proximité presque automatique. Je me suis demandé si elle ressentait de la culpabilité. Si une partie d'elle réalisait que cette intimité décontractée était une trahison envers ce qu'elle vivait avec Robert. Ou peut-être compartimentait-elle tout parfaitement le mariage dans une case, la liaison dans une autre, sans jamais les laisser se toucher. Elle s'est endormie sur le canapé, épuisée par sa semaine. Je l'ai laissée dormir 1 heure avant de la réveiller doucement. « Allez, je t'emmène au lit. » Elle est montée en titubant, encore endormie. Je l'ai aidée à se coucher, j'ai remonté la couverture. Elle a murmuré quelque chose qui ressemblait à « Merci, je t'aime » et s'est rendormie en quelques secondes. Je suis resté debout sur le pas de la porte, observant sa silhouette endormie dans la faible lumière du couloir. 15 ans de mariage. 15 ans à construire une vie ensemble. Rêves partagés, compromis, routine, ajustements quotidiens. Tout cela prenait fin parce qu'elle avait emmené son amant chez un concessionnaire et avait signé un papier. Je suis descendu et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Richard avait envoyé l'ébauche de la requête en divorce. Je l'ai lu attentivement, vérifiant chaque détail avec mes preuves. Toutes les dates, les documents, la demande de répartition des biens y figuraient. Richard avait tout structuré de manière impeccable. Clair, direct, juridiquement solide. J'ai envoyé mon approbation avec de petites corrections de formatage. Lundi, je signerai les documents. Mardi, Christina serait officiellement informée au bureau. Mercredi, tout serait du domaine public. Vendredi matin, je me suis réveillé avant elle une fois de plus. Même routine, douche, café, petit déjeuner, mais maintenant, je marchais sur des œufs, essayant de maintenir une apparence de normalité pour quelques jours de plus. Christina est descendue vers 7h30, l'air plus en forme après une nuit complète de sommeil. « Bonjour », dit-elle en me donnant un baiser sur la joue en passant pour prendre son café. Cette intimité automatique des couples réflexe, habitude, confort. « Bonjour. La journée va être chargée. Folie de fin de trimestre. Je vais probablement rentrer tard encore. Désolé. Ce n'est pas grave. Fais ce que tu dois faire. » Elle est remontée s'habiller. J'ai entendu les bruits familiers de sa routine, les mêmes que j'avais entendus des milliers de fois. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Richard. « Les documents sont prêts pour votre signature. Passez à tout moment aujourd'hui. » J'ai répondu. Je serai là à l'heure du déjeuner. À midi, j'ai conduit jusqu'au bureau de Richard, dans le centre-ville. La requête en divorce était imprimée professionnellement, reliée dans une chemise cartonnée bleue. Je l'ai relue entièrement, même si j'avais déjà approuvé le brouillon. « Après que vous aurez signé cela, il n'y aura plus de retour en arrière possible, » dit Richard. « Enfin, techniquement, vous pourriez retirer la requête, mais c'est une procédure juridique formelle. À partir de maintenant, cela devient réel. » Je comprends. J'ai signé toutes les pages nécessaires. Ma signature paraissait ferme, contrôlait rien à voir avec le chaos que je ressentais à l'intérieur. « Je vais déposer cela au tribunal cet après-midi, » dit Richard. L'huissier de justice remettra les documents au bureau de Christina mardi matin. Préparez-vous, elle va probablement essayer de vous parler immédiatement. Je serai au travail. Elle peut m'y appeler ? Richard m'observa un moment. Encore une chose, Daniel. Vous devriez probablement dormir ailleurs lundi soir. Quand elle sera informée mardi, sa première réaction sera de rentrer à la maison pour vous confronter. Mieux vaut ne pas être là. J'ai un collègue qui habite près de l'usine. Je vais lui demander si je peux rester chez lui lundi. Bien. Et Daniel? Je sais que c'est difficile. Mais vous faites la bonne chose. Avec cette documentation, vous avez d'excellentes chances d'obtenir un accord favorable. J'ai conduit jusqu'à l'usine avec la chemise de documents sur le siège passager. Elle semblait plus lourde qu'elle ne l'était, comme si elle contenait plus que du papier et de l'encre. Ce soir-là, Christina est rentrée à 21h plus tard que jamais. Bon sang, Christina, ça devient ridicule, dis-je lorsqu'elle entra. Je sais. Il ne reste plus que 2 semaines pour clôturer le trimestre, après ça se calmera. Je te promets. Elle avait l'air sincèrement désolée. Désolé, Daniel. Je sais que j'ai été absente. Oui. C'est vrai. Elle posa son sac par terre et vint vers moi, alors que j'étais assis à la table de la cuisine.
Elle passa ses bras autour de mes épaules et posa son menton sur le sommet de ma tête. Je vais me rattraper. Après le trimestre, on part en week-end. Rien que nous deux. Pas de travail, pas de téléphone, pas de stress. Ça a l'air bien. Elle embrassa le sommet de ma tête. Je vais prendre une douche rapide et monter me coucher. Ne reste pas debout trop tard. Je ne le ferai pas. Elle monta. J'entendis l'eau de la douche. J'entendis ses pas. Puis, le silence sauf le ronronnement du réfrigérateur et le tic-tac doux de l'horloge. Je suis resté assis à la table pendant longtemps, pensant à tout et à rien. Le lundi arriva, avec une clarté froide. J'ai fait un sac avant que Christina ne se réveille. Je l'ai mis dans la voiture avant qu'elle ne descende. Quand elle a demandé pourquoi j'emmenais un sac de voyage au travail, j'ai répondu. On pourrait avoir des tests de production tardifs. Je devrais peut-être dormir près de l'usine. D'accord. Envoie-moi un message si tu ne rentres pas. Elle m'embrassa comme d'habitude. Je le ferai. Je suis allé au travail en pilote automatique. J'ai suivi la routine habituelle réunion de production du matin, revue de qualité, rapport mais, intérieurement, je comptais les heures jusqu'au lendemain matin. Le soir, au lieu de rentrer à la maison, j'ai conduit chez mon collègue Brian, un autre responsable des opérations, divorcé un homme qui comprenait les situations personnelles compliquées. Quand je l'avais appelé vendredi pour lui demander de rester chez lui, il n'avait posé aucune question. La chambre d'amis est à toi, mon pote. La bière est dans le frigo. Merci, Brian. Vraiment. Ce soir-là, j'étais assis dans la chambre d'amis à vérifier mon téléphone compulsivement. Aucun appel de Christina. Aucun message. Elle pensait que j'étais à l'usine, à travailler sur des tests nocturnes. Le lendemain matin, l'huissier de justice entrerait dans les bureaux de Strategic Solutions Software Corporation et remettrait les documents à Christina. Devant ses collègues. Devant Robert. Devant tout son monde professionnel. Et puis, tout changerait. Mardi matin, j'étais à mon bureau à 7 heures. L'huissier devait arriver au bureau de Christina vers 9h30, pendant une pause entre deux réunions. À 9h45, mon téléphone a sonné. Christina s'affichait sur l'écran. J'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça, Daniel? Sa voix tremblait moitié colère, moitié panique. On vient de me remettre des papiers de divorce ici au bureau, devant tout le monde. C'est quoi, cette histoire? C'est une requête en divorce. Les papiers expliquent tout. Tu ne peux pas simplement, c'est de la folie. On doit parler de ça. Nous parlerons par l'intermédiaire de nos avocats. Daniel, s'il te plaît. On peut se parler en personne? Il y a eu un malentendu? Il n'y a pas de malentendu, Christina. J'ai de la documentation. Des preuves. Ta signature sur les registres du concessionnaire. Les reçus de la carte de ton amant. Tes notes de frais qui violent les politiques de l'entreprise. J'ai tout. Silence. Puis. Depuis combien de temps tu es au courant? Est-ce que cela importe? S'il te plaît, on peut parler. Je rentre à la maison tout de suite. On peut régler ça. On peut arranger les choses. Je ne suis pas à la maison, et il n'y a rien à arranger. Tu as fait tes choix, Christina. Maintenant, assume les conséquences. Où es-tu? Cela ne te regarde plus. Dis à ton avocat de contacter le mien. À partir de maintenant, toute communication passera par eux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. La façade du responsable des opérations commençait à se fissurer. L'émotion sous-jacente menaçait de faire surface. J'ai posé le téléphone sur le bureau et j'ai respiré profondément plusieurs fois. Le téléphone a sonné à nouveau. Christina. J'ai refusé l'appel. Il a sonné 3 fois de plus dans l'heure qui a suivi. J'ai tout refusé. Puis les messages ont commencé. Daniel, s'il te plaît. On doit parler de ça. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut arranger les choses. 15 ans de mariage méritent au moins une conversation. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. J'ai mis mon téléphone en silencieux et me suis concentré sur le travail rapport de production, métrique qualité, évaluation de fournisseurs.
Le rythme familier de la fabrication, qui suivait des règles logiques et produisait des résultats prévisibles, m'a ancré. À midi, Richard a appelé. Son avocat vient de me contacter. Christina veut négocier un accord immédiatement. C'était rapide. Elle est motivée. Apparemment, être notifié au bureau a été problématique. Son entreprise est maintenant au courant de la situation, et des questions se posent sur les notes de frais et sur sa relation avec un collègue. Je n'avais déposé aucune plainte formelle. Je n'en avais pas eu besoin. La requête en divorce mentionnait les preuves comme témoignage de l'adultère. Ces RH avaient dû être notifiés automatiquement protocole standard lorsque des procédures judiciaires impliquent des employés. Ils étaient obligés d'enquêter. Quel genre d'accord propose-t-elle? Extrêmement favorable pour vous. Elle veut que cela disparaisse rapidement et discrètement. Elle propose de vous laisser la maison, avec la part déjà remboursée, 60% des comptes de retraite, et elle assumera seule le leasing de la voiture et les cartes de crédit. C'est plus que ce que j'espérais. Elle est désespérée d'éviter une longue procédure qui rendrait toute votre documentation publique. Et elle fait aussi face à de possibles conséquences professionnelles qu'un accord silencieux l'aiderait à minimiser. Et elle et Robert? Que va-t-il leur arriver professionnellement? L'entreprise a des politiques strictes sur les relations non déclarées et la fraude aux notes de frais. Je soupçonne qu'ils feront tous deux face à une revue disciplinaire, au minimum. Un licenciement est possible, selon ce que l'enquête révélera. Daniel, je dois demander, êtes-vous à l'aise avec cet accord? Il est très favorable. Mais si vous voulez pousser pour plus? Non. Je veux que cela se termine. Si elle propose un accord juste, acceptons et tournons la page. Entendu. Je vais préparer les documents. Avec cela, nous pouvons tout régler en quelques semaines, pas en mois. J'ai passé le reste de la semaine chez Brian, évitant les tentatives de plus en plus désespérées de Christina de me parler. Elle a appelé. Elle a envoyé des messages. Elle est même venue à l'usine un soir pour me chercher. La sécurité ne l'a pas laissée entrer. Le lundi suivant, Richard a appelé avec une mise à jour. L'accord est finalisé. Vous gardez la maison, avec la répartition de la retraite dont nous avons parlé, et elle assume toutes les dettes. Le divorce sera finalisé à la fin de la période obligatoire, mais en pratique, tout est réglé. Et la situation professionnelle? J'ai entendu par des canaux juridiques. L'entreprise a conclu son enquête. Robert a été licencié pour fraude aux notes de frais et violations éthiques. Christina a été rétrogradée de directrice des ventes à assistante commerciale. Il la garde, mais elle a perdu son poste d'encadrement, la voiture de fonction et environ 40% de sa rémunération. Et leur relation? Aucune idée. Cela ne fait pas partie de la procédure. Mais, si je devais parier, les relations construites sur l'émotion et la tromperie survivent rarement à la lumière de l'exposition publique. Je suis retourné à la maison. La semaine suivante, Christina avait déjà déménagé, elle n'avait pris que ses effets personnels et ses vêtements. La maison semblait vide sans elle, mais aussi, plus propre. Comme si une source de contamination avait été retirée de la ligne de production. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à reconstruire ma vie. L'usine m'a promu directeur des opérations, plus de responsabilités et un meilleur salaire. J'ai rejoint un club de cyclisme. J'ai commencé à m'entraîner régulièrement. Je me suis rapproché d'amis que j'avais négligés durant les dernières années de mon mariage. J'ai eu des nouvelles de Christina par des connaissances communes. Elle occupait maintenant un poste bien inférieur. Sa réputation professionnelle était entachée par l'enquête. Elle avait déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Sa relation avec Robert avait pris fin dans les 2 mois qui ont suivi la révélation. Apparemment, la magie n'avait pas résisté à la réalité. À l'exposition. Aux conséquences professionnelles. À la chute libre. Robert, d'après ce que j'ai entendu, a eu beaucoup de mal à retrouver un emploi du même niveau après avoir été licencié pour faute grave. Les postes de vente à ce niveau exigent des références et des vérifications d'antécédents, et un licenciement pour violation éthique est une tâche indélébile sur un CV. 6 mois après la finalisation du divorce, j'ai croisé Christina au supermarché. Elle avait changé. Elle paraissait plus vieille. Fatiguée. Cette allure impeccable qu'elle affichait avait disparu. Elle me vit, hésita, puis marcha vers moi. « Daniel. Comment vas-tu ?
Je vais bien. Et toi? Je me débrouille. Elle ajusta le panier qu'elle portait dans l'autre main. Je voulais te dire que je suis désolé pour tout. J'ai fait des choix terribles et je t'ai blessé d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Je te remercie de dire cela. Tu as bien fait de divorcer. Je le sais maintenant. Je voulais juste. Elle laissa sa phrase en suspens. J'aurais aimé être honnête dès le début. Tout aurait été différent, peut-être. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Non? Ce n'est pas le cas. Elle regarda son panier, puis de nouveau moi. J'ai entendu dire que tu avais été promu. Félicitations. Merci. Bon. Il faut que j'y aille. Prends soin de toi, Daniel. Toi aussi, Christina. Je la regardai s'éloigner dans l'allée, poussant son caddie. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à la voir diminuer, aucun triomphe en sachant que ses choix avaient eu des conséquences. Seulement une profonde clôture. Un chapitre définitivement tourné. 1 an plus tard, j'ai rencontré Sarah lors d'une conférence du secteur. Elle était directrice des opérations dans une entreprise concurrente. Intelligente, compétente, amusante. Nous avons commencé par parler de méthodes de production lean et de systèmes de contrôle qualité. Ces conversations sont devenues des cafés. Puis des dîners. Puis des week-ends ensemble. Sarah avait aussi vécu un divorce 3 ans plus tôt. Elle comprenait le poids de la reconstruction après une trahison, la difficulté de refaire confiance, l'importance de la transparence dans une relation saine. Nous n'avons pas précipité les choses. Sans pression. Juste 2 personnes apprenant à se connaître véritablement. Quand nous avons finalement décidé d'emménager ensemble, 18 mois après cette première rencontre, tout a semblé naturel juste d'une manière que mon mariage avec Christina n'avait jamais été. 2 ans après la finalisation de mon divorce, j'ai de nouveau été promu. Directeur régional des opérations, responsable d'usine dans 3 États. La promotion s'accompagnait d'une augmentation significative et d'un déménagement dans une ville plus grande. Sarah et moi avons déménagé ensemble. Nous avons acheté une maison. Nous avons construit une vie basée sur une communication honnête et un respect mutuel. Je continuais d'emmener ma voiture chez le même concessionnaire Honda à l'endroit où tout avait commencé. Mike Palmer, le conseiller qui, sans le vouloir, avait exposé la liaison de Christina, y travaillait toujours. Il me saluait toujours d'un signe de tête discret, mais n'a jamais mentionné le passé. Un jour, alors que j'attendais une vidange, un autre client est arrivé avec sa femme pour un rappel. Ils discutaient à voix basse au comptoir pour savoir qui devrait attendre la voiture, qui avait l'emploi du temps le plus flexible. Les négociations typiques d'un couple normal. Mike me regarda et sourit légèrement. Je lui rendis son sourire. Parfois, la vérité est dans les détails. Les registres de service ne mentent pas. Et parfois, la documentation la plus simple. Une signature sur un ordre de travail. Un paiement par carte. Une photocopie de permis de conduire. Révèle plus que n'importe quelle confrontation ou accusation ne le pourrait. Je suis sorti du concessionnaire ce jour-là en repensant au chemin parcouru. Depuis le matin où j'ai ouvert cet avis de rappel jusqu'à maintenant. Un parcours de découverte, de documentation, de procédure légale et, finalement, de reconstruction. Les choix de Christina ont détruit notre mariage. Mais mes choix. Documenter soigneusement. Agir avec méthode. Insister sur la transparence et la responsabilité. M'ont donné la base pour construire quelque chose de meilleur. Au final, c'était la seule vengeance qui importait vraiment. Pas son licenciement. Pas l'échec de sa liaison avec Robert. Pas sa situation diminuée. Mais mon succès. Ma paix. Ma nouvelle vie, construite sur l'honnêteté et non sur la tromperie. L'avis de rappel avait révélé bien plus qu'un airbag défectueux. Il avait révélé la vérité enregistrée, officielle, irréfutable. Et la vérité que j'avais apprise s'était avérée être l'outil le plus puissant que je possédais. Commentaire Monsieur Reddit. Leçon du jour, un recal d'airbag peut révéler bien plus qu'un défaut technique, il peut révéler un défaut dans votre mariage. Au moins l'airbag était réparable.